auditeurs, bonjour. Aujourd'hui, je suis à l'Assemblée nationale en compagnie de Madame la députée Laurence Abeille. Madame la députée, pour nos auditeurs qui ne sont pas spécialistes, c'est-à-dire beaucoup, comme moi la première, est-ce que vous pouvez nous donner quelques petites explications rapides sur les différences entre, par exemple, question orale, question écrite, amendement, et par exemple, j'ai un petit peu farfouillé, mais pas trop. Sur les questions écrites, il y a des notifications non soutenues, retirées ou sort indéfini. Le travail parlementaire est effectivement un peu illisible pour tout un chacun. Et quand on est député, qu'on arrive, on le découvre. En fait, on en sait un peu quelque chose, mais on découvre à quel point c'est complexe. Alors, une question écrite, c'est une question qu'un député adresse à un ministre. Donc le ministre a un délai de 2 mois pour y répondre. Cela étant, parfois on n'a pas de réponse et donc on relance. La réponse est obligatoire. Donc ça, c'est une solution qu'on utilise que j'utilise assez souvent quand je suis saisie de questions, d'ailleurs totalement diverses et variées, par des gens qui m'interpellent et que je juge que le système de la question écrite est adapté. La question orale, il y a des séances qu'on appelle des séances de questions orales sans débat. Donc séance plénière, et donc il y a un ministre, c'est sur des thématiques spécifiques, il y a un ministre qui est présent, et en général on pose des questions qui sont plutôt liées à la circonscription. Donc ça peut être aussi extrêmement divers et varié. Après, un amendement, c'est sur un texte de loi, c'est une proposition de modification du texte, tout simplement. Moi, sur la question de la condition animale, j'avais proposé, non pas un amendement, mais un sous-amendement. Alors, il faut savoir que quand quelqu'un propose une modification, on peut proposer une modification à la modification. Bon, donc ça s'appelle le sous-amendement. Et donc, quand il y a eu un amendement qui proposait, et qui est un bon amendement d'ailleurs, d'introduire la question de la sensibilité animale dans le Code civil, à ce moment-là, j'ai proposé un sous-amendement de façon à ce qui aurait changé de fait le régime juridique de l'animal et qui indiquait que non seulement un animal est un être sensible, mais en plus on doit le respecter. Voilà, on doit respecter ses impératifs biologiques, c'est-à-dire on doit respecter ce qu'il est dans ses besoins. Donc typiquement, c'était par exemple pour essayer de faire que les poules en batterie ou les porcs dans les porcheries industrielles ne puissent plus être traités de cette façon-là, puisque on respecterait pas leurs besoins. Voilà. Donc c'était un sous-amendement. Donc la discussion parlementaire est compliquée parce qu'un texte de loi, il arrive en général donc du gouvernement, il est discuté en commission, là, il y a une première série d'amendements et de sous-amendements, ensuite il est discuté en séance plénière, ensuite avec de nouveau des amendements, etc. Ensuite, une fois qu'il est voté, il part au Sénat, et de nouveau c'est la même chose, commission, séance plénière, etc. Ensuite, il revient à l'Assemblée nationale pour une seconde lecture, il repart au Sénat, et ça se termine par une commission mixte paritaire, en fait, qui rassemble des sénateurs et des députés. Donc, ouais, c'est hyper complexe. D'ailleurs, nous-mêmes, on s'y perd parfois, on ne sait plus très bien où on en est de l'examen de tel ou tel texte. De temps en temps, les personnes ont l'impression qu'un texte a été voté, en fait, il ne l'est pas encore. Voilà, c'est le cas pour, par exemple, la loi santé, là, qui vient d'être votée, là, pour le coup, définitivement, mais il y a eu des tas d'allers-retours. Enfin bref, donc c'est vrai que c'est assez illisible et c'est dommage. Voilà, je le dis, je pense qu'il faudrait qu'on trouve des modalités de travail qui soient beaucoup plus compréhensibles par tout le monde, parce que ce qu'on peut faire sur tous les sujets est parfois assez illisible. En tout cas, vous êtes plus passionnant que mon prof d'éducation civique, j'ai séché les cours. Mais alors, du coup, on parle de lobby, de puissance adverse, entre guillemets, mais finalement, c'est peut-être le système gouvernemental qui est peut-être pas, comme vous le disiez, très facile à comprendre et très fluide. Le système, en fait, il correspond à une façon de faire les choses qui était, où à l'époque, on vivait à un rythme beaucoup plus lent, peut-être, qu'aujourd'hui. Et il y a actuellement une demande d'immédiateté dans les médias, les réseaux sociaux, tout va extrêmement vite. Et donc, du coup, nous, on a l'impression qu'on avance comme des tortues. C'est vrai que par rapport au monde actuel et la rapidité des échanges, on est dans un rythme très, 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 très lent. Les lobbies, c'est autre chose. Les lobbies, ce sont toutes les organisations professionnelles qui se rassemblent et qui sont représentées
par des cabinets de lobbying en fait, qui vont essayer d'influencer le vote des députés ou de leur soumettre justement des amendements à des textes de loi. Tout rédigé de façon à servir leurs intérêts. Alors ça se retrouve dans des tas de textes de loi sur la santé par exemple. On peut avoir le lobby, lobby des médecins, lobby des laboratoires pharmaceutiques, etc. Dans tout ce qui concerne la question animale, on a évidemment les lobbies de l'élevage intensif, de la viande, de la charcuterie, de tout ce qui touche à l'alimentation d'une façon ou d'une autre. C'est l'agroalimentaire, c'est quand même un lobby absolument majeur et donc auquel il faut faire face quand on est parlementaire. C'est pas évident. Moi, depuis le début de mon mandat, je refuse absolument systématiquement toutes les invitations à déjeuner, à dîner, à tel ou tel faux colloque, parce que c'est des colloques où il y a des parlementaires qui sont invités, qu'on mélange avec des professionnels de telle ou telle industrie ou groupement professionnel. Tout ça pour servir des intérêts quand même au final des groupements industriels et financiers, pas pour servir l'intérêt général. Donc c'est vrai que c'est difficile parfois de faire la part des choses. Donc moi clairement je préfère tout refuser, comme ça c'est plus simple. Mais bon, il y a beaucoup de parlementaires sans doute qui ne font pas suffisamment la part des choses, je pense, et qui dans les débats parlementaires sont les porte-voix. Alors pour ce qui est de l'élevage intensif de la FNSEA, ça a été absolument marquant dans les débats qu'on a pu avoir sur les questions de l'agriculture. Dès qu'on parle de chasse, il y a les parlementaires qui font partie d'un groupe d'études chasse, qui est le plus gros groupe d'études de l'Assemblée nationale. D'accord. Voilà, donc là ils sont très mobilisés, très présents, et dès que moi j'ai parlé des questions de chasse, de pratiques cruelles de chasse, à ce moment-là ils sont très très présents dans l'hémicycle pour batailler contre ce que je peux faire. Et ils sont plus, évidemment pour le moment en tout cas, ils sont plus puissants que moi, puisque on va dire que le lobby de la condition animale, du bien-être animal, n'est sans doute pas encore assez organisé et fort aujourd'hui pour influencer le gouvernement et les parlementaires. Oui, mais grâce à votre formation express, ça va commencer à s'organiser. C'est un peu pour ça aussi que je vous pose toutes ces questions un peu techniques. Et par rapport, vous êtes un petit peu notre grande défenseuse aussi du droit des taureaux, les grands exclus. Vous avez déposé 2 propositions de loi contre la corrida, donc une, l'exception, sur l'abrogation de l'exception de l'alinéa 7, et l'autre pour l'interdiction des mineurs aux arènes. Alors, dans un premier temps, sans doute celle qui interdirait aux jeunes de moins de 14 ans d'aller dans les arènes voir des spectacles de corrida, parce que la question de la protection de l'enfance, peut-être, va mobiliser plus les parlementaires, le gouvernement, que l'interdiction de la corrida, qui est difficile pour le gouvernement, parce que c'est considéré comme une tradition dans un certain nombre de villes, le département du sud de la France, et donc même si 80% des Français sont contre la corrida à peu près, pour l'abolition de la corrida, malgré tout il y a des électorats importants dans le sud-ouest, au sud, qui évidemment c'est un électorat des députés. Les députés ont envie de se faire réélire, donc ils veulent pas prendre position pour l'abolition de la corrida. Alors voilà, l'interdiction aux mineurs de moins de 14 ans, j'avais un peu plus d'espoir que ça puisse arriver un jour dans le débat. Je pense qu'il faut continuer à mettre la pression sur ce sujet-là. Après, une proposition de loi, c'est très difficile de la faire mettre au débat concrètement, parce que c'est à la différence d'un projet de loi qui vient du gouvernement, une proposition de loi, ça vient de députés, qui peuvent les mettre dans le débat parlementaire seulement à l'occasion de ce qu'on appelle les niches parlementaires, ou les journées d'initiative parlementaire. Et ça, pour les écologistes, par exemple, il n'y en a qu'une par an. Pour tout vous dire, ça limite énormément le temps du débat. Pour des groupes politiques plus importants, il y a plus de temps. Donc, par exemple, un député membre du parti Les Républicains a beaucoup plus de possibilités que moi. Cela étant, après, il faut qu'il ait l'accord de son groupe pour que ce soit inscrit dans le débat. Et puis après, probablement que le gouvernement, de toute façon, ne sera pas d'accord, il fera voter contre.
Donc ces propositions de loi, elles ont vocation à amener du débat et à faire savoir qu'il y a des parlementaires qui se mobilisent contre la corrida. Après, il y a d'autres moyens pour l'abolition de la corrida. En l'occurrence, le Parlement européen a voté pour la suppression des aides économiques à l'élevage des taureaux de combat. Donc à partir du moment où, je ne sais pas d'ailleurs à l'heure actuelle si ça a été confirmé et validé par la Commission européenne, on n'a pas les informations là-dessus, mais j'espère vraiment que ça va être confirmé, parce que là, pour le coup, sans texte de loi ni rien, la corrida de fait va commencer à être compliquée à organiser, parce que s'il n'y a plus de taureaux de combat, je ne sais pas très bien comment ils vont organiser des corridas. L'élevage de taureaux de combat dépend énormément des subventions. Donc à partir du moment où les subventions publiques tombent, il y aura peut-être, on peut espérer qu'il y ait de moins en moins, voire plus du tout, d'élevage de taureaux de combat, ou en tout cas voilà. Donc ça, c'est un espoir très fort qu'on a sur ce sujet-là, pour qu'enfin on arrête cette pratique barbare. Donc écologie les Verts encore, hein, voilà. C'était l'eurodéputé Basse-Écoute. Qui a réussi un très grand coup. Ouais. Sinon, vous, en tant que femme, vous êtes, je crois, aussi en relation avec un sénateur. Donc au moins, vous êtes bien en place. Oui, même si on ne travaille pas du tout sur les mêmes sujets, mais pourtant, lui avait fait un travail à l'époque, et on retrouve contre le foie gras. Je me souviens. Oui, moi à l'époque, j'étais pas encore députée. Et il était intervenu pour que le foie gras ne soit pas considéré comme mis au patrimoine immatériel. Là aussi. Voilà, oui, donc on a échappé à ça, mais le foie gras a failli faire partie aussi du patrimoine, enfin, alors même que c'est un produit qu'on peut considérer comme très bon, mais quand même qui est issu d'une torture animale. Et vous avez un animal domestique ou plusieurs, ou vous en avez eu ? Alors j'en ai plus depuis longtemps. C'est complètement incompatible avec la vie que je mène, puisque j'habite à la fois dans ma circonscription et puis aussi à Paris quand je suis en séance. Pour un animal domestique, c'est pas une vie sympa du tout. Donc même si ça me manque beaucoup, ça serait pas chic de ma part d'avoir un chat ou un chien, parce que justement il aurait pas de compagnie, on ne pourrait pas s'en occuper correctement. J'ai beaucoup aimé les chats, pour tout vous dire. J'ai eu un cochon d'Inde aussi quand j'étais petite, que j'ai beaucoup aimé, et qui vivait quasiment en liberté en fait, parce que j'habitais une maison chez mes parents et que ce cochon d'Inde se promenait, à un moment donné, est parti vivre dans le jardin. Et donc il venait de temps en temps à la maison. Voilà, mais il a vécu à la fin de sa vie quasiment en liberté. Et puis après des tas de petits animaux de compagnie qu'on peut avoir, et au fond que je recommanderais pas d'avoir. Non, les animaux de compagnie, il faut faire attention, parce qu'il faut qu'ils soient, il faut que ça, si on se préoccupe de leur bien-être, voilà, est-ce qu'un poisson dans un bocal est très heureux, est-ce que une tortue, même si on a un jardin, est-ce qu'elle va être heureuse sous nos latitudes? C'est pas évident, donc je crois qu'il faut aussi faire très attention quand on aime les animaux, mais en même temps il faut vraiment les respecter. Je crois que moi, avant d'aimer les animaux, je les respecte, donc très attention, y compris quand on prend un chat ou un chien avec soi. Il faut être sûr qu'on peut vraiment le rendre heureux. Il va vous rendre heureux, mais est-ce que vous le rendez heureux? Est-ce que vous lui donnez des conditions de vie qui sont bonnes? Et aussi pas se tromper, parce que il y a des chiens par exemple, ou des chats qui ne sont pas adaptés pour vivre dans des appartements ou des lieux trop petits pour eux. Donc parfois on incite beaucoup à adopter les animaux. Il faut le faire, mais en même temps il faut faire attention, c'est-à-dire qu'il faut vraiment faire le choix qui correspond à son mode de vie, le sien à soi, mais aussi celui de l'animal qu'on a envie d'avoir. Responsabilité. Et il y a quelque chose aussi, je crois, qui vous tient particulièrement à cœur, c'est la condition des mammifères marins dans les delphinariums. Alors ça rejoint un petit peu les cirques, il n'y a pas de delphinarium à Fontenay, mais... Ça rejoint la question des animaux en captivité. Les dauphins, les dauphins sont des animaux sociables, extrêmement intelligents, qui vivent en groupe, et qui ont besoin de quantité, de territoire extrêmement important.
qu'il est totalement impossible de reproduire dans des bassins artificiels. Et puis non seulement on a mis des dauphins et des orques dans des espaces qui étaient beaucoup trop petits pour eux, mais en plus on leur a donné un rôle qui n'est pas le leur, c'est-à-dire on les a transformés en animaux de cirque en fait, en leur faisant faire des tours. Alors comme ce sont des animaux très sociables, on peut effectivement leur faire des tas de choses. En revanche, on sait qu'ils ne sont pas du tout heureux dans ces milieux-là. Il y a un certain nombre d'études qui l'ont montré, aussi bien pour les orques que pour les dauphins. Donc moi je crois que tout simplement il faudrait fermer, c'est pour ça que j'ai déposé un amendement dans la loi biodiversité pour que ces lieux soient fermés. Alors à ça, le gouvernement a fait une réponse qui était un tout petit peu encourageante, dans le sens où, en tout cas, ils sont conscients qu'il y a des delphinariums qui vraiment sont pires que d'autres, on va dire, et que ceux-là, sans doute, ne pourront pas subsister. Enfin, ils sont en train de travailler, si j'ai bien compris, à de nouvelles normes. Bon, cela étant, ça ne nous satisfait qu'à moitié, parce que pour moi, le sujet, c'est vraiment de dire que ces animaux-là devraient être dans la nature et pas en captivité. Bon. Après, les dispositions qui seront prises seront peut-être un moindre mal, mais je pense que... et puis arrêter de leur faire les clowns, ce qui n'est pas leur vocation, quoi. Donc voilà, donc je pense que à ce niveau-là, on a été un peu entendu, voilà, quand on a déposé cet amendement et qu'on a amené ce débat. Vous avez vu Blackfish ? Non, j'ai pas vu Blackfish. Je vous l'offre à Noël. Mais très sincèrement, en fait, c'est vrai que j'ai rencontré des gens en fait qui travaillent sur ce documentaire, et je suis présidente du groupe d'études sur la biodiversité. On a abordé la question des cétacés. Et je suis, entre guillemets, je vois pas mal de choses, mais je suis absolument convaincue. Donc c'est vrai que ce genre de documentaire, il faudrait que ça passe peut-être plus souvent dans les grands médias, de façon à ce que les gens soient de plus en plus concernés. Parce que quand on voit des dauphins dans un delphinarium, c'est vrai que l'impression qu'ils donnent, c'est d'être heureux là. Et les enfants sont très contents. Et donc montrer l'envers du décor, montrer en fait comment sont traités les animaux, qu'en fait ils sont absolument pas heureux dans ces conditions-là. Je pense que du coup, ça, c'est pour les familles, ils verraient peut-être les choses d'une autre façon. Voilà. Donc moi, évidemment, je veux bien le voir, mais c'est pas ça qui est drame. Enfin, moi, je suis convaincue, mais je pense qu'il faut vraiment convaincre le plus possible les gens, les familles, les enfants que les dauphins, c'est des animaux merveilleux, mais qu'il faut les laisser vivre leur vie dans la nature. Comme vous l'avez dit, le documentaire Blackfish avait vraiment eu un impact très fort. Si petit à petit ce genre de documents, il y en a d'autres, et qu'on les diffuse, et que dans les journaux télévisés on parle de ça, on en a un petit peu parlé au moment quand le Marineland d'Antibes a été submergé par les eaux. La conclusion qui s'imposait, ça aurait été de dire on va le fermer, c'est pas la peine de... Il faudra aller plus loin, mais... Ce serait déjà ça. Et on va terminer. Alors, deux petites choses encore. Vous êtes bien évidemment, je crois que vous avez déposé dans la niche parlementaire donc le projet sur les ondes électromagnétiques. Une loi qui a été donc discutée, votée à l'Assemblée, votée au Sénat, revotée à l'Assemblée, promulguée. Et donc les décrets d'application sont attendus pour, je pense, le début de l'année 2016. Et donc c'est un texte de loi qui devrait rentrer en application dans l'année 2016. Donc voilà, après plusieurs années de travail. C'est votre bébé. Oui, parce que c'est vrai que là, c'est un texte qui a été très compliqué à mettre en œuvre, rédiger, re-rédiger, à pouvoir trouver les compromis avec les autres groupes politiques, avec le gouvernement, pour qu'enfin il soit voté. Donc quand on est un groupe minoritaire, comme le groupe écologiste, on est obligé d'en passer par des compromis avec les autres groupes pour arriver à faire voter des textes. Alors ça minore un peu la portée de ce qu'on voulait faire au départ, mais quand même, je suis fière de ça, vraiment. Bah oui, on finit quand même sur une belle note positive. Ouais. Et juste, j'ai entreaperçu que vous souteniez une proposition de loi sur la maladie de Lyme. Oui, alors en fait j'ai co-signé effectivement un texte là-dessus parce que je pense que c'est en termes de santé publique, la maladie de Lyme est très peu connue encore, sans doute pas suffisamment
aussi importante dans les formations des médecins. C'est une maladie qui est très difficile à caractériser, à diagnostiquer. D'ailleurs, il y a des études, c'est les tiques qui provoquent cette maladie. Et alors, je fais une petite aparté, mais ce matin, j'étais à la remise du prix Alfred Kassler, la fondation éthique pour les animaux. Donc, ça fait le lien, voilà. Et donc, c'est une chercheure, une biologiste qui, en fait, arrive à travailler sur l'éthique, justement, qui transmet cette maladie de Lyme. De façon à ne pas utiliser des animaux vivants dans l'expérimentation. Donc c'est intéressant, c'est des progrès dans l'expérimentation scientifique sans utiliser les animaux, donc ça c'est bien. Et pour la maladie de Lyme, où il y a un vrai problème d'information, je pense que les gens ne savent pas une piqûre de tique ça peut provoquer cette maladie, et que cette maladie est très difficile à diagnostiquer, et qu'une fois qu'elle est très bien installée, elle devient quasiment incurable. Voilà. Si elle est diagnostiquée rapidement, elle est curable par prise d'antibiotiques, mais encore faut-il se faire examiner quand on s'est fait piquer par une tique, et les gens ne le savent pas forcément. Voilà. Donc il faut faire attention. Mais c'est pour ça que j'ai signé ce texte, parce que je pense qu'il n'y a pas suffisamment d'action sur la question de cette maladie. Bon, eh bien, Madame la députée, merci pour les cours d'éducation civique, merci pour les conseils médicaux et autres. Et puis, on vous suit de très près, en tout cas pour cette commission à la condition animale. Et merci. Merci beaucoup à vous.